Exactement, 16h38 avec nous au téléphone cette fois-ci, le professeur Sami Aoun, qui est le directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand. Professeur Aoun, comment ça va? Oui, très bien. Oui, malgré ce qu'on vit actuellement dans cette guerre entre Israël et la Palestine, professeur Aoun, ce dernier accident, en tout cas, un chercheur ne prend pas position, mais il y a de ces évidences. Est-ce que c'est un véritable accident? Ça, il faut attendre l'enquête, certainement, que l'Égypte et le gouvernement israélien se sont engagés à bien le clarifier. Et certainement, l'accident en tant que tel, c'est une horreur qui est dans une série d'autres horreurs. C'est pas la première. Alors, ce qui est décevant, que chaque fois on s'approche d'une possibilité de négociation réussie pour un cessez-le-feu et pour libérer les otages entre les mains de Hamas, alors à chaque fois, il y a un certain tournant tragique qui arrive et qui bloque les négociations et qui bloque la libération. Donc pratiquement, on est toujours, surtout après ce que le tribunal de justice a ordonné, d'arrêter l'assaut contre Rafah et commencer à libérer les otages. On est maintenant pratiquement dans une guerre qui ne respecte pas aucun principe moral et éthique, et en même temps, on se demande pourquoi cette guerre devrait continuer avec tant de victimes et tant de désastres et de destruction. Mais professeur Aoun, c'est Benjamin Netanyahou qui mène la guerre, n'est-ce pas? Il veut anéantir le Hamas. Ça, c'est envers et contre tous. Mais comment on peut s'allier à une situation comme celle-là lorsqu'on est président des États-Unis et qu'on avait averti Benjamin Netanyahou de ne pas mener une bataille terrestre, si je peux m'exprimer ainsi, dans Rafah, parce qu'il y avait beaucoup trop de risques de s'en prendre, ou en tout cas de faire des victimes innocentes. Et aujourd'hui, pour toute réaction, le président Biden demande à Benjamin Netanyahou de protéger, de faire attention pour protéger les civils. Alors pourquoi cette déclaration, au départ, en demandant à monsieur le Premier ministre d'Israël de ne pas aller à Rafah parce qu'il y avait un trop grand risque de faire des victimes innocentes? Ah oui, certainement. De un, il ne faut pas simplement voir que le seul acteur, c'est M. Netanyahou en Israël. On voit qu'il y a un cabinet de guerre qui endosse à peu près toutes les décisions, entre autres cet assaut contre Rafah. On voit que dans ce cabinet de guerre qui est à droite, et il y a aussi des extrémistes de la droite, les sionistes religieux, même d'autres politiciens israéliens voient que si Israël ne continue pas à maîtriser le Hamas ou à démanteler ou à neutraliser en libérant les otages, à ce moment, on pourrait dire que Israël a perdu la guerre et a quand même eu une défaite stratégique. C'est pourquoi il faut voir la logique israélienne de façon est-ce que cette guerre n'a pas pu atteindre les objectifs avoués, qui sont surtout la libération des otages et le démantèlement de Hamas, et finir avec les commandants militaires qui ont certainement appliqué, exécuté et aussi sont engagés le 7 octobre. Alors, sur ce point, il y a une défaite israélienne. Deuxième point de votre question, aussi la stratégie américaine. Certainement, les Américains ne veulent pas un embrasement et ils ne s'attendaient pas certainement au 7 octobre et ne s'attendaient pas à quand même faire un embrasement à ce niveau-là des horreurs et des tragédies humaines. Mais aussi les Américains voulaient que cette guerre ne soit pas élargie vers d'autres points. Et ce qu'on voit dans les dernières heures, même cette guerre et l'assaut de Rafah met en
état critique les accords de Camp David, donc les accords de paix avec l'Égypte. Alors sur ce point, on est vraiment dans une situation très menaçante pour les relations entre l'Égypte, qui est signataire de la paix, et Israël. Et on voit de l'autre part que les Israéliens s'engagent dans une guerre hybride et surtout asymétrique, où on ne peut pas vraiment que frapper fort les cibles militaires, mais en faisant beaucoup de dommages. Est-ce que maintenant cet acte de Rafah et dans les dernières heures, cette horreur a été un bombardement ciblé, délibéré, ou par accident parce qu'ils voulaient attaquer au moins ce que les Israéliens prétendent? Ils ont atteint deux grands leaders du mouvement Hamas. Alors ici, c'est toujours obscur en ce sens. Et qu'on le veuille ou non, la réputation d'Israël est, je ne dirais pas un gros mot, un gros adjectif comme irrémédiablement atteinte, mais même du côté des pays amis, des pays européens comme la France, c'est vraiment une condamnation presque unanime à travers le monde pour ce massacre. Oui, certainement. Et Israël risque d'être un pays isolé. Le gouvernement Netanyahou mène Israël à une case où on pourrait dire que c'est un État paria. Il n'y a plus maintenant aucune puissance qui l'appuie inconditionnellement. Même les États-Unis ne font pas ce geste et ils sont obligés, pour des raisons militaires et stratégiques anciennes, de protéger peut-être Israël au sein du Conseil de sécurité, et aussi ils espèrent à un certain moment que M. Netanyahou, qui est devenu un fardeau sur la politique américaine, alors pratiquement on espère de débloquer ce processus de paix. Alors les Américains, certainement, sans le dire manifestement, sont d'accord avec ces reconnaissances, cette vague de fonds pour reconnaître l'État palestiniens, parce que ça peut les aider à faire de la pression sur M. Netanyahou et essayer d'une façon ou d'une autre faire une pression pour que ce gouvernement tombe. Mais à un moment, il est très difficile de voir comment on pourrait sortir de la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une convergence des intérêts, au moins de ce qu'on voit dans les médias arabes, les Émirats arabes unis et autres. On soupçonne qu'il y a une convergence des intérêts entre les radicaux, qu'ils soient les radicaux israéliens, les sionistes religieux, qui veulent dénier aucun droit aux Palestiniens et essayer de les éjecter, même les déporter à l'extérieur de Gaza et de Cisjordanie. En même temps, on voit que les radicaux islamistes sont encore à un niveau de nier à Israël son droit d'existence et ils rejettent la solution à deux États. Donc il y a comme une relation un peu qui est quand même assez manifeste pour les observateurs, mais qui n'est pas nécessairement manifeste pour les opinions publiques. Il y a les islamistes radicaux qui ne veulent pas une solution pacifiée et aussi les radicaux israéliens qui ne veulent pas aussi la solution à deux États. Professeur, demain, mardi, l'Espagne, la Norvège, l'Irlande vont officiellement reconnaître la Palestine comme État. Quelle est la signification et la portée de ce geste de pays européens? C'est tellement très important, très stratégique, c'est-à-dire que les puissances occidentales, surtout les démocraties libérales, ne voient pas une issue autre que passer par l'État palestinien. Même les libéraux israéliens, les libéraux juifs, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Israël, croient sincèrement que la reconnaissance de l'État de la Palestine est une garantie pour la survie de l'État d'Israël et lui-même. Alors sur ce point, cet État palestinien qui va naître, il va naître selon déjà la légitimité qui a été durant la reconnaissance du plan de partage en 1947. C'est-à-dire il n'y a pas de légitimité à un État
sans la légitimité de l'autre. Maintenant, on a l'État d'Israël qui est État avec reconnaissance mondiale et au sein des Nations Unies. Il faut que les Palestiniens aient leur propre État selon cette même logique. La légitimité de cet État israélien ne peut pas être complétée sans la légitimité et la naissance de l'État palestinien. Est-ce que ça risque de faire des tâches dans le monde que d'autres pays reconnaissent l'État palestinien? Mais nous sommes déjà à peu près 148 pays qui reconnaissent cet État. Au niveau mondial, il y a une grande majorité mondiale qui le reconnaissent à peu près à la hauteur de à peu près 80% pratiquement. C'est intéressant. Et aussi, il ne faut pas certainement ne pas voir une fenêtre d'opportunité. Il y a déjà 8 pays ou plus des pays musulmans et arabes qui reconnaissent l'État d'Israël. Et aussi, il y a beaucoup de pays musulmans qui ont des relations avec Israël, commerciales ou autres. Alors c'est pourquoi il faut élargir le cercle de la paix et ne pas accepter la logique des radicaux et des ultra-conservateurs qui veulent une guerre d'anéantissement et non pas une guerre qui dessine les frontières et qui aboutisse à une gestion de la cohabitation en terre de la Palestine entre les deux peuples. Dernière question, professeur. On a entendu l'accident, entre guillemets, est survenu hier et aujourd'hui, Benjamin Netanyahou essaie d'expliquer l'accident et malgré tout, sa déclaration, c'est que nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut freiner Israël dans cette folie meurtrière? Non, à vrai dire, ce qui est arrivé le 7 octobre a fait perdre peut-être aux décideurs israéliens une certaine clarté et à ce moment, ils sont plus dans une logique peut-être d'une guerre décisive contre le Hamas et les autres islamistes combattants. Et parce que, à vrai dire, ce qu'ils voient là-dedans est de un, s'ils s'arrêtent, c'est une victoire en faveur de l'Iran et sur ce point peut-être beaucoup de pays arabes sunnites voient à peu près la même chose. Deuxième point, que les Israéliens sont comme déçus de leur relation, surtout M. Netanyahou, qui depuis 2007 essaye toujours de garder une survie au mouvement Hamas, non pas pour les beaux yeux des Palestiniens, mais pour garder la division entre le Hamas et le mouvement Fatah. Et en ce sens, le Qatar a acheminé des millions de dollars en prétendant ou en espérant que le Hamas devienne une logique plutôt d'une autorité, d'un État. Et sur ce point, il y a une forte déception et M. Netanyahou en personne avec le gouvernement serait jugé par après la guerre comme quoi il est responsable du 7 octobre en ce sens qu'il n'a pas venu voir la menace et il a nourri cette menace à un certain moment. Sami Haroun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand, je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.